bonjour à tous. Mercredi, c'est foot en direct sur Twitch, comme chaque mercredi à 18h, en direct depuis les studios de la Provence. Vous retrouverez Loris Samama la semaine prochaine. Et aujourd'hui, Ben Salim Boina est notre invité. Bonsoir Ben, comment ça va ? Bonsoir. Ouais, merci d'être avec nous car on va parler aujourd'hui des Comores et plus particulièrement de la sélection des Comores. Donc tu es le gardien, l'un des gardiens. On va revenir évidemment sur le parcours héroïque de cette équipe à la Coupe d'Afrique des Nations. Parcours très suivi ici à Marseille par tous les amateurs de foot, mais aussi par tous les Comoriens de Marseille. Ils sont très nombreux, 80 000, c'est l'estimation. Ben, tu es Marseillais, tu joues d'ailleurs à Andoum en National 3. Tu es passé par de nombreux clubs marseillais. Marseillais et Comoriens comme Jamal Mohamed qui est à côté de toi, qui est également présent sur ce plateau, qui est passé par Andoum, aujourd'hui directeur sportif au FC Martigues, c'est ça, et directeur sportif de la sélection des Comores. Et puis deux journalistes sur ce plateau qui sont avec nous, Nordine Ali Saïd, qui est entre autres spécialiste du foot comorien, et Nordine, tu vas pouvoir poser les bonnes questions à nos invités. Alex Jacquin, chef adjoint de sport de la Provence, est là également comme d'habitude. Et puis je salue notre confrère Jérémy Tangeman qui suit cette émission avec beaucoup d'attention. On commence par notre premier thème, les héros comoriens, bien sûr. Ben, première question, comment va ton épaule ? Bah écoutez, ça va... Ton épaule, ton bras plutôt d'ailleurs, non ? Ouais, non, c'est l'épaule. Ouais, c'est plus l'épaule. Écoutez, ça va très bien, plus de peur que de mal. J'ai une luxation avec une distanciation du ligament et j'ai eu aucun arrachement, soit que ce soit osseux ou ligament. Du coup, ça va être que de la rééducation, de la mobilisation, de la rééducation et je pense d'ici 1 mois et demi être apte à remettre les gants. Très bien, on rappelle que tu t'es blessé donc pendant le match face au Ghana, choc avec André Ayew, c'est ça, à la 26e minute. Tu as dit retour à la compétition pour la fin de saison. Allez, on va revenir sur cette CAN historique pour les Comores. C'est votre première victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. On imagine le symbole que ça peut représenter pour tout un pays, pour une équipe aussi également. Allez, quel est le plus gros souvenir, un mois après cette Coupe d'Afrique des Nations ? Le moment qui te revient en tête tout de suite. C'est le penalty raté par le Sierra Leone à la 87e minute. Quand on est tous à attendre pour notre qualification la défaite de Sierra Leone. Je pense c'est le moment où ça vous permet de finir meilleur troisième. Et je crois que c'est à peu près la même chose pour Kassim Abdallah, coéquipier, ancien latéral droit de l'OM également, et qui joue à Marignane et qu'on est allé voir cette semaine et qui nous a dit lui aussi que le meilleur moment, c'était à peu près la même chose. On l'écoute tout de suite, Kassim. C'est sûr qu'on éprouvait un peu ce sentiment d'injustice, mais directement, on n'a pas campé sur ça. On s'est vite dit que on pouvait rien faire, c'était les règles et il fallait les appliquer. Se morfondre dessus, ça n'allait rien changer. Mais c'est vrai que l'état d'esprit que les joueurs ont adopté pendant ce match-là, c'est ça qu'il faut retenir. Je pense qu'ils ont adopté un état d'esprit qui pour moi, qui était covidé, de les voir, c'était une énorme fierté parce qu'ils ont su passer outre tous ces facteurs-là et se sont donnés à fond. Et malgré tous les petits trucs qu'il y avait contre nous, ils ont su faire le dos rond et montrer une très belle image des Comores. Écoute, un bilan plutôt positif. C'était pour nous un événement qu'on attendait depuis longtemps. Et c'est vrai que cette première CAN, pour nous, c'était magique parce qu'on a vécu que d'émotions avec tout ce qui s'est passé, en bien et en mal. Mais en tout cas, c'était beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. Et voilà, si on doit retenir vraiment un mot, c'est de la fierté pour tout ce qu'on a pu faire. Parce que franchement, ça fait des années qu'on a essayé de se qualifier et on y croyait. Donc on s'est dit un jour, ça va le faire, ça va passer. Donc vraiment, ouais, on y croyait fortement. Et quand c'est arrivé, c'était un rêve pour nous. Mais c'est vrai qu'on y croyait. On ne peut pas dire qu'on était surpris. On savait qu'un jour, ça allait passer parce que celle d'avant, on l'a flirté. Ça s'est joué à rien. Et bon, celle-là s'est passée. Donc, du coup, on était vraiment fiers de nous. Alors, je pense que c'est au moment où on s'est qualifié qui, pour nous, c'était vraiment incroyable. Parce que quand on a vu les résultats de tous les matchs, on était à l'hôtel, on attendait les résultats. C'est vrai que c'était un moment magique parce qu'on était tous ensemble, tous réunis. Et de voir que chaque résultat collait avec ce qu'on espérait, c'est vrai que si je dois retenir un moment, c'est celui-là. Ouais. Non, on est fiers de la CAN qu'il a pu faire. Il a fait une grosse CAN. Il a montré tout le potentiel qu'il avait. C'est un joueur qui mérite
qui mérite de jouer au niveau. Et c'est vrai que sur cette CAN, il a pu monter l'étendue de son talent. Donc on est très fiers de lui, on est fiers de ce qu'il a pu faire sur le terrain. Et j'espère qu'il y aura des clubs qui se présenteront pour lui, pour son futur, et qui pourra goûter au haut niveau. Ouais, Kassim Abdallah qui parle de toi, Ben. En effet, il y a un moment où les planètes sont alignées. Là, ça a été assez incroyable, malgré ce que disait Kassim au tout début de l'interview, ce Covid, et qui vous a, entre les blessures et le Covid, qui vous a complètement ravagé. Vous avez eu l'impression que vous alliez pas vous en sortir à un moment, non? Ça a été. Je pense que ça nous a plus renforcé qu'autre chose, tous ces facteurs-là. Après, on a la chance au jour d'aujourd'hui que notre équipe, c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Et que tous ces facteurs-là, comme j'ai pu le dire juste avant, moi, ça nous a renforcés et ça a pu faire en sorte qu'on se surpasse lors de ces matchs. C'est-à-dire, on rappelle qu'en fait, vous avez joué le 8e de finale sans gardien de but de métier et que c'est un joueur de champ à la dure qui a pris ta place, en fait, parce que toi, tu étais blessé et qu'il y avait deux autres gardiens qui avaient le Covid et qui a fait un bon match. En plus, qui a fait un match incroyable. Ce qui est incroyable, j'ai regardé tout à l'heure, dans le déroulement de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'il y a eu la qualification. C'est-à-dire, avant de se qualifier en 8e, tu vas à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est déjà incroyable pour tous les supporters comoriens que tu viens de citer, les 80 000 supporters comoriens, voire plus, parce qu'officieusement, on est beaucoup plus sur Marseille. Et ensuite, tu as eu de l'engouement petit à petit. C'est vrai que les 2 premiers matchs étaient compliqués. Gabon et Maroc, ce sont des défaites. Le Gabon a fait un peu mal parce que tu te dis que cette équipe gabonaise n'était pas en forme, avait des problèmes en interne. C'était peut-être le match pour lancer la CAN et pouvoir se qualifier en tant que meilleur 3e, commencer avec 3 points. Ce match face au Maroc, on a senti qu'il y avait une classe d'écart avec les joueurs de Wydad Lozic. Et le 3e match, c'était un peu le match pour profiter, pour se dire on finit quand même bien cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que 0 points, tu te dis que ça allait être compliqué. Et lorsqu'on voit ce match-là face au Ghana, au-delà de la blessure de Ben, quand on voit 2 buts, 2-0, on est là, on se dit mais c'est pas possible, ils sont en train de le faire. Égalisation de 2 du Ghana en 7-8 minutes, on se dit bon, là ça va être compliqué, c'est normal, c'est la redescente. Et quand on voit le 3-2 marqué par Ahmed Moni, on se dit que c'est incroyable ce qu'est en train de vivre cette équipe. Et donc après, tu as plein d'étapes, tu as le Sierra Leone qui te dit le concours de circonstances. Là, tout le monde est... J'ai reçu, moi, je ne suis pas joueur, donc je ne fais pas partie de l'équipe. Je recevais des messages, et Ben aussi, je pense, Jamal aussi, de toutes les nationalités. Ce n'était pas que les Comoriens, c'était vraiment toutes les nationalités africaines qui nous disaient « Vous allez le faire » et nous soutenaient. Et il y a eu la qualification. Et là, après le 8e de finale, c'est devenu mondial. Quand on voit un joueur comme Cesc Fabregas en train de tweeter « Incroyable match des Comores », je me suis dit « Waouh, là, c'est vrai que ça a tapé au-delà des frontières et c'est... » Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si on le réalisera un jour ce qu'a fait cette équipe. Les conditions, justement, on peut entendre Jamal, les conditions n'étaient pas très bonnes. Il y a eu des conditions d'arrivée au stade qui étaient compliquées. Raconte le contexte de ce match-là, donc de ce 8e de finale contre le Cameroun. En fait, ce 8e de finale, pour nous, il y avait de la joie, mais c'était un peu l'enfer parce qu'on se prépare pour jouer ce match, on fait les tests, 12 cas de Covid. 12 cas. Imaginez-vous un pays comme nous, déjà qu'on est qualifié pour les 8e, et on est heureux, et d'un coup on fait les tests, 12 cas. C'est moi qui demande en premier les noms des personnes qui ont de Covid. Et je regarde la liste, je vois mes 2 gardiens, je vois mon coach, et là je pète une crise devant tout le monde. Je dis c'est pas possible. Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose, je dis c'est pas possible. On a stoppé les tests, on a dit c'est pas possible, il se passe quelque chose. J'ai bien regardé encore la liste, j'ai bien regardé les noms, et je vois mes deux gardiens et mon coach. Je dis mais c'est pas possible. Ouais. Je dis Ben Brona il est pas là, et en plus les 2 gardiens. C'est unique quand même d'être obligé de faire jouer un joueur de champ d'entrée dans une telle compétition. Après on s'est dit quand même y aller. Il y a 48 heures pour faire des nouveaux tests. On s'est dit on garde espoir. Donc on voyage, on laisse quand même les camarades, on les laisse dans une ville, il faut qu'on retourne à Yaoundé. C'est dur pour nous de préparer ce match. Mais on a quand même cet espoir de récupérer au moins un gardien. On refait et c'est là que dimanche, 17h15, on est en plein entraînement, on reçoit un mail, nouveau règlement qui sort. Alors là, on ne sait plus où on était, c'est pas possible. Et pour moi, c'est ça qui est le plus fou dans l'histoire. Parce que tu peux avoir 12 cas de Covid sur ça.
chacun sa manière de le voir. Ça, t'as 12 cas de Covid, tu peux pas dire que c'est un complot ou pas un complot, t'as pas de preuve. Tu vois, ça, t'as pas de preuve, ça tombe, c'est comme ça. Tu peux qu'accepter, malheureusement. Ça, c'est un cas que... Et quand t'arrives justement à ce changement de règles en cours, c'est-à-dire les huitièmes de finale avaient déjà commencé, c'est ça qui est incompréhensible, parce que la deuxième phase de la compétition avait commencé, donc cette règle qui tombe, qui avait profité à la Tunisie, qui a pu faire jouer des joueurs qui ont été covidés 48 heures avant, les Comores n'en ont pas profité, et sachant que c'était le gardien, que la règle tombe à 17h15, Jamal n'était pas le seul à faire ça. C'est très surprenant. Voilà. Surprenant. Après de là, quand on essayait de demander des dérogations, on a fait un peu appeler un peu tout le monde. On dit quand même, on fait quand même les tests. Et c'est là qu'on fait le test qu'Ali Amada tombe négatif. On se dit quand même que la CAF vont revenir là-dessus. Ils vont dire, allez, Finalement, le nouveau protocole ne permettait pas de jouer. Voilà. Et après, c'est là que malheureusement, il faut choisir un joueur. Alors là, il faut choisir. Comment ça s'est passé? C'était un moment... Parce que toi, tu y étais. J'y étais. C'était... Sincèrement, on prenait ça à la rigolade. C'est ça. Plus les jours avançaient, plus on se disait, les gars, c'est sérieux. C'est ça. On est quand même sur un 8e de finale de la CAN. Non, complètement. Voilà. Pour nous, c'est un truc qui était impensable. Du coup, on se dit, bon, toi, tu vas aller au goal, toi, bon, vas-y, moi. Mais ça, c'est un match de quartier, ça, normalement. Mais complètement. C'est vas-y, fais la croix, toi, fais ça. Ouais. Ah, toi, je crois que c'est plus toi, tu vas être gardien. Et on en rigole. Et on arrive veille de match, on se regarde et Chaker qui avait dit, moi, j'y vais, qui avait fait les entraînements et ça s'était bien passé. Et on s'assoit, on se regarde, on dit, les gars, en fait, c'est sérieux, je crois que je vais vraiment jouer goal. Et c'est là où tu te dis, en fait, on fait quoi? Concrètement, on se pose tous la question. Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, on se présente au match, on ne se présente pas au match, on marque le coup parce que c'est un truc qui est impensable de venir jouer un 8e de finale sans gardien. Et on discute, on échange, il y avait des avis pour, contre. On s'est dit, les gars, si on est là aujourd'hui, c'est pour nos familles et tout ce qui suit. Venons continuer et on verra bien ce qui se passera. Et au final, vous faites un match plus qu'honorable. Plus qu'honorable, vous perdez 2-1 avec un coup franc incroyable de Mchangama en fin de match. Mais avant ça... Et avec des occasions. Voilà, mais avant un match très très équilibré. Avant ça, on part avec un joueur, 6 minutes de jeu, un carton rouge. Alors là, c'est le... Oui, vous êtes à 10 pendant quasiment tout le match. Aujourd'hui, c'est vraiment pas pour nous. Et nous, devant notre télé, on se dit... On voyait pas ce qui pouvait arriver de plus. Parce qu'on voit le début de match assez intéressant avec les quelques occasions, dans Ben Fardo qui se crée une très belle double occasion. On se dit, waouh, c'est quand même, ils sont là. Nos frères sont là, sont en train de le faire. Et après, il y a ce carton rouge qui te fait redescendre en émotion. On voit un peu sur le banc de touche. Tu pourras mieux expliquer que moi, parce que j'ai vu qu'il y avait... Alors, sur le banc, alors moi, sur le banc, on voit ça, on dit c'est bon, là, on n'en peut plus. Je demande au capitaine de Sourny, je dis venez, on s'en va. Si c'est pour jouer comme ça, je dis venez, on s'en va. Mais j'ai l'oreillette, moi, je suis avec le coach qui voit la télé, il me dit calme, Jamal, calme. Il m'a dit, il y a quand même faute. Le rouge, il est sévère, mais il y a quand même faute. Donc c'est là que je parle un peu avec le capitaine, je dis écoute, le coach me dit qu'il y a vraiment faute, donc on est obligé de rester. Donc on a continué ce match. Et au fur et à mesure, on voit qu'on ne prend pas de but. Mais on voit qu'en plus, on n'est pas ridicule, on joue. Et on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui alors, hein? Et c'est là qu'on... Et ça aurait pu passer. Mais est-ce que s'il y avait... Parce qu'on a l'impression que, on a beaucoup parlé, vu de l'extérieur de France, ça faisait scandale de se dire que les Comores allaient jouer sans gardien. Mais est-ce que si ça avait été une grosse sélection, entre guillemets, ça aurait pas été il n'y aurait pas eu plus de retentissement, parce qu'au final vous avez joué à la dure et héroïque et au final on n'a pas parlé de quelque chose qui est quand même scandaleux. Quelque chose qui est quand même scandaleux, parce que dans cette CAN c'est pas normal de changer le protocole et de comme ça sur un coup de dé la veille du match, quoi. Moi, je vais le dire pour moi, parce que avec leur position, leur statut, ils sont quand même affiliés à la fédération et des propos qu'ils peuvent pas dire. Et moi je vais le dire pour eux, c'est un scandale complet. C'est du jamais vu. Au moment, j'ai trouvé ça, c'était une aberration. Tu vois Aladur rentrer avec le maillot scotché sur le terrain. Ouais. C'est l'image, pour moi, c'est l'image de foot la plus forte de cette saison. Même pas en PHA, et même pas tu le fais en PHA, en amateur. Il y a Jérémy Torgeman qui nous regarde et qui suit très bien le football amateur. S'il voit la même anecdote, il peut nous envoyer un commentaire sur Twitch et nous dire oui, je l'ai déjà vu, mais il n'y en aura pas des millions de commentaires. Pourquoi il était scotché le maillot en fait? C'est quoi l'histoire en fait? En fait, nous, jusqu'au dernier moment, on pensait qu'ils allaient changer la règle.
Donc pour nous, Ali Amada, il vient au stade. Hein. Ouais. Ali Amada, il se présente au stade pour vraiment montrer le coup. Nous, on refuse la rentrée. Il nous refuse l'entrée. Ça, c'était un peu chafouré un peu devant. Donc on passe quand même. On a mis à la dure. Nous, on se dit que ils vont changer quand même la décision. Mais quand même sur la décision. Et quand on va pour rentrer, il y avait écrit à la dure, mais numéro 16. Mais malheureusement, à la dure, il a su numéro 3. Et donc, c'est là qu'il fallait rose-coacher pour mettre... Allez, vous êtes nombreux à nous suivre là, sur Twitch en ce moment. Il y a une question qui arrive. Est-ce que c'est le meilleur match? Alors, on parle bien de celui-là, de ce match de ce 8e de finale. Même s'il y a des fêtes, est-ce que c'est le meilleur match de l'histoire de la sélection des Comores, finalement, selon vous? Je pense que, dans le sens, c'est le match le plus accompli parce qu'il y a eu des projecteurs sur nous et tout ce qui suit. Mais on a fait des meilleurs matchs dans le contenu. Ça a été un très bon match aussi dans le contenu. Mais il y a eu des meilleurs matchs. Après, voilà, je pense que c'est plus le contexte qui a été autour de ce match qui fait qu'aujourd'hui ça reste le match phare de la sélection. Mais oui. Alors c'était la fête à Marseille pour la qualif, ça a été quand même la fête le soir de ce match. On va voir des images de l'ambiance à Marseille. On a même vu Alonso qui était là et c'était vraiment la fête à Félix Piat pour cette grande soirée à Marseille, parce que ça a été une très belle soirée pour la communauté comorienne de Marseille. Tout le monde a suivi ces images. Comment ça s'est passé à Marseille, Nordine? Raconte-nous. Alors, je vais pas te mentir que j'étais sur Paris à ce moment-là, mais j'ai eu beaucoup d'images et c'était une fête incroyable. Parce que dans notamment le quartier de Félix Piat, qui rassemble beaucoup de Comoriens, il y a eu, on dit tout, le frère de Ben, qui est DJ, est venu avec sa sono, il a mis l'ambiance dans le quartier. Et c'est cette fête, en fait, cette ambiance intergénérationnelle qui fait plaisir, parce que c'est pas que des jeunes, c'est pas un délire entre jeunes, nous on fait la fête, non. T'avais des mamans, t'avais des cocos, comme on appelle ça, des grand-mères, t'avais des papis, t'avais de tout. Et c'est ce qui nous a vraiment ému, c'est ce côté-là, où t'avais toutes les générations qui sont rassemblées, que ce soit à Marseille, à Paris ou dans toutes les villes de France, et je parle pas des Comores. Et oui, quand même 132e au classement FIFA, la sélection des Comores. Bon, ça va peut-être changer là, au prochain classement, j'imagine. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe, Jamel? C'est pas une équipe, c'est une famille. En fait, c'est un groupe qui se suit depuis des années. On vit bien ensemble. Cette force qu'on a, c'est qu'on lâche rien. Et dans cette canne, j'ai senti, surtout pour ce match-là, qu'il y avait une injustice. On subissait une injustice. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit, ça sert à rien de pleurer. Et ben on va aller à la guerre. Et croyez-moi, c'est la force de cette équipe, elle dégage du caractère que même moi je reste étonné. Ah, c'est incroyable. C'est vrai que parce que ce qu'il dit Jamal, il n'a pas insisté dessus parce qu'il y a tellement eu d'événements, mais imaginez vous préparer un 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations face au pays hôte, le Cameroun, c'est ce qu'il faut souligner, dans son stade. C'est-à-dire que ça devait être une fête incroyable. Et tu prépares ce match en ayant 12 joueurs dans une ville et 12 joueurs dans l'autre. Si on explique ça à un coach professionnel, mais il pète les plombs. Ça sent ton coach. Du coup, sans ton coach qui lui est à Garoua avec les 12 joueurs qui font partie du Covid et des membres du staff. Il y a 3 kinés qui ont eu le Covid. Donc pour la préparation du match, même au niveau des soins, de la récupération, au niveau d'un entraînement, si un joueur a une pointe musculaire, c'est qui va le masser? Sur le banc, ça s'est passé comment sur le banc, justement? Toi, tu étais sur le banc. Alors, il y avait moi, il y avait l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, qui faisait tout à la fois aussi. Il y avait le kiné. Le kiné, d'habitude on est 4, ils étaient 2. Il faisait à la fois préparateur physique et kiné, parce que le kiné était à Garoua. Ça veut dire qu'en fait on a géré l'équipe à 5 personnes, et croyez-moi c'était vraiment... J'ai peut-être une bêtise, le règlement ne pouvait pas vous autoriser d'un coup, ça aurait été compliqué, mais à sélectionner un nouveau gardien comorien, même pas. Il fallait qu'il soit inscrit. Mais comme je dis, après je parle d'un point de vue extérieur, même pas en tant que joueur. Je pense juste pour l'éthique du football, tu peux déroger à la règle dans le sens où rapatrier un gardien pour ce match. Pour moi, c'est tout à fait normal pour l'image du football. Surtout, ça a assez critiqué un peu le football, la CAN vis-à-vis du monde entier. Au lieu de montrer et de faire en sorte qu'on ait une belle image, ben non, on donne raison à tout ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un dit que la CAN, ça reste une petite compétition, tu vas dire quoi en face? Tu peux rien dire. Alors au final, on garde quand même ces exploits et ces matchs extraordinaires que vous avez pu faire au Cameroun. Il y a ce sentiment de fierté qu'on ressent chez les supporters, chez vous évidemment dans l'équipe. Parlez-nous de ce que vous ressentez au moment où il y a cette victoire, cette première victoire qui arrive et où vous portez fièrement ce maillot. Sincèrement, pour moi, la première victoire, sans faire l'égoïste, c'est
le Maroc, je parle au niveau de l'engouement, c'est qu'après une défaite, de voir autant de personnes derrière nous, j'en ai été choqué. Sincèrement, j'en ai été choqué de voir. C'était pas que les Comores en fait qui étaient derrière nous. J'ai vu qu'il y avait toute l'Afrique, il y avait le monde entier. Ils ont vu qu'on a essayé de montrer une belle image et tout ce qui suit. Il est modeste, mais il y a aussi son match exceptionnel. Homme du match contre le Maroc. Homme du match en perdant 2-0 dans une grande compétition, c'est du jamais vu et c'est mérité. Donc il parle pas de ça, mais le lendemain, je sais qu'il a eu les médias internationaux. Non, complet. Dis-le, non, c'est ça. C'est après de voir pour ma part. Je viens de N3, j'ai un parcours assez atypique où j'ai jamais eu la chance d'avoir ce contrat professionnel. Mais je finis ce match. Bref, je suis par terre accablé par rapport à la défaite. On vient me chercher, on me dit tu es homme du match. Je dis ah ouais. Je réalise pas. Sincèrement, je réalise pas. Sur le coup, je fais tout ce qu'il y a à faire. Et c'est qu'en rentrant dans ma chambre que je prends conscience. Je dis oh, c'est énorme. C'est vraiment un rêve là, Jamal, ce qui vous est arrivé là. C'est vraiment un rêve. C'est vraiment, franchement, on a kiffé. On a kiffé surtout. En plus, une CAN, c'est une grosse compétition. C'est que tu joues 2 matchs à Yaoundé, en sachant qu'on perd 2 fois, et on a un 3e match dans une autre ville. Ça veut dire que tu prends toutes tes affaires. Après ce match-là, tu rentres à la maison. Après ce match de Ghana, tu rentres à la maison. Tu le perds, tu rentres à la maison directement à Doutier. Mais quand on a atterri à Garoua, il y avait ce parfum de cette ville. Je ne sais pas pourquoi, on s'est regardé, mais si, on ne sait pas pourquoi on va gagner ce match. Et quand on gagne ce match contre le Ghana, c'est vraiment il y a eu une joie entre nous, mais on sentait qu'on pouvait passer. Que ça allait passer derrière. Ouais. On le sentait. Cette victoire, en plus, elle est due à... Là, on parle beaucoup de l'ambiance, de ce qui s'est passé autour de la sélection. On parle beaucoup du côté émotionnel de ce qui s'est passé. Mais au niveau du football, il y a aussi une prise de conscience du staff. Oui. Parce qu'au niveau des 2 premiers matchs, moi, je les ai vus. Je suis les Comores depuis très longtemps. Je n'ai pas vu l'équipe que je voyais. Certes, il y a la pression de rentrer dans la compétition, mais même au niveau du foot... Voilà, on essaie beaucoup de relancer court, de partir de derrière. Et ce qui faisait que j'ai senti de la fatigue nerveuse chez les joueurs, de toujours trouver ces relances, de chercher à relancer court à partir de derrière. Et moi, j'ai discuté avec 2-3 joueurs de la sélection. Je disais, les gars, ce qui fait la force de cette équipe qui s'est qualifiée dans une poule où il y avait le Togo, l'Égypte et le Kenya, c'était quand même le jeu rapide. Et ça, en discutant avec le joueur, il me dit, Nordine, on était en train d'en parler avec l'équipe, on va voir avec le coach. Et ce qui est très intelligent de la part du coach et de l'équipe, c'est qu'il y a eu un peu ce consensus où on se dit, bon, on est là, on a nos forces, et le coach a su réadapter sa vision par rapport à la demande des joueurs. Ouais. Et au 3e match face au Ghana, tu mets 3 buts, mais dans ton système préférentiel, où tu marques dès la 2e ou 3e minute de jeu, parce que voilà, tu procèdes en attaque rapide. Et là, on a enfin reconnu notre équipe, et ce changement, j'ai trouvé très intelligent, parce que au côté émotionnel, on l'a mis de côté, et niveau tactique, il y a eu un rehaussement de la part du staff et des joueurs. Et franchement, là, après, c'était l'équipe que je connais face au Ghana. Franchement, j'ai reconnu les Comores qu'on a vu pendant les qualifications. Il y a eu dommage, il y a eu cette blessure. Et il y a eu cette blessure. Comment tu as vécu quand même l'exposition médiatique? C'est une question qu'on nous pose là. Comment est-ce que tu as vécu cette surexposition médiatique? Le papier dans Marca, voilà, ton quotidien, on va rappeler, tu joues à Andoum, à Marseille en National 3. Et tu n'as jamais été pro. Jusqu'à aujourd'hui, j'en reviens pas. Je capturais, je regardais, je comprends pas un mot de l'espagnol. J'ai envoyé à Nordine, j'ai envoyé à G, je dis regarde ce qui se passe. Ouais, c'est juste que je voyais ma photo. Sincèrement, juste de voir ma photo et de voir Marca, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça, ESPN, et j'en passe. C'était dépassé, j'étais réellement dépassé, même sur mon compte Instagram. J'étais suivi que par 5000 personnes. Le lendemain, j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Des messages en anglais, en chinois, en espagnol, en arabe. Mais vraiment, c'est réel. Et tu te dis, ah ouais, le foot, ça fait vivre des choses de dingue, hein, en fait. Et est-ce que pour toi, c'est quand même pas un peu un sentiment de revanche? Tu as été, j'imagine, à très peu de faire une carrière pro. C'est le cas de la plupart des joueurs qui sont en National 2, National 3. Et il n'y a pas un peu ce sentiment de revanche? Je veux dire, j'ai quand même touché du doigt ce que c'est que cette vie-là. Sincèrement, oui. Dans le sens où aujourd'hui, j'ai pu montrer au monde entier ce que je sais faire depuis. Et comme je dis, aujourd'hui, c'était sous les feux de projecteurs. Et voilà, ils ont pu tous reconnaître ce que je fais et ça peut être que gratifiant pour ma part et voilà, c'est sincèrement. Jamal, c'est un peu le cas aussi de tous les joueurs de l'équipe des Comores. C'est une joueur quasiment tous les joueurs jouent en Europe, beaucoup en France. Ils sont tous un peu le profil de Ben ou ça change? Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont des centres de formation, qui signent quand même dans des clubs professionnels et le processus n'est plus le même maintenant.
ça avance plus vite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des joueurs comme Ben, moi je suis très content pour lui. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup galéré. Et il a toujours passé pour le monde amateur. On va regarder une photo du groupe d'ailleurs, une photo du groupe des Comores. Il est passé que sur le monde amateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, quand on voit cette photo, vous comprenez l'ambiance qu'il y a dans ce groupe. Et en plus, c'est vrai que c'est en train de changer au niveau des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de centre de formation moi, que j'ai eu pendant la CAN. Ils m'ont dit mais moi je vais aller jouer pour les Comores. Et peut-être qu'avant il y avait plus d'hésitation par rapport à ce qu'ils pouvaient. Voilà, c'était compliqué. C'était compliqué au niveau sportif, même au niveau structurel. Il y avait peut-être quelques failles ou quelques hésitations. On parle pas de 2, on parle de moins 5. Oui, non, mais donc ça donne une envie, comme on nous demande là, de jouer peut-être, enfin peut-être signer un contrat pro. Ça peut arriver, ça, c'est possible. Complètement. Aujourd'hui à 30 ans, c'est quelque chose que j'espère concrètement. Et voilà, pourquoi pas aujourd'hui réellement. Non, vas-y, continue. Pourquoi pas aujourd'hui à 30 ans signer ce premier contrat professionnel. Ouais. Tu as 30 ans, tu as un stade de ta carrière où tu as encore 6-7 belles années. Complètement. Tu aujourd'hui, si je fais tout ce qu'il faut et je suis en train de faire tout ce qu'il faut, je peux. Tu as été approché depuis ou tu as eu des sollicitations? J'ai eu des sollicitations. Après, j'espère que cet été, ces sollicitations seront encore là et pourront se concrétiser. Ouais, je vous dis tout, il en a eu des sollicitations. Et je vous dis, moi, je fais le relais parce que je sais qu'il est très modeste, on le connaît, Ben. Mais non, clairement, c'est 30 ans pour un gardien de but. Tu l'as dit. Oui, encore 7 belles années devant lui, même plus. C'est ça. Et tu as des clubs sur lui. Et en forme, ça peut durer longtemps. On voit des gardiens de but sans faire offense à certains. Mais moi, je connais Ben et ce qu'il a fait face au Maroc. Moi, perso, on m'a dit, est-ce que tu es surpris? J'ai dit non, du tout. Je suis très content parce qu'il a fait face au Maroc et que tout le monde a pu voir ce que nous, dans la région, on sait tous. Mais en soi, la performance qu'il a faite face au Maroc, c'est du Ben Bona en forme. Voilà, c'est les prestations qu'il fait. Après, il y a sa vie qui a fait que Ben, qui est très familial. Il aime la famille. Donc, des fois, il avait des opportunités. Mais Ben, il a décidé de faire le choix de la famille, de rester dans la région. Le choix de Marseille aussi. Alors. Voilà, le choix, c'est ça, de rester dans la région, de rester à Marseille. Mais là, je pense qu'il est prêt à. Après, à partir, ça, c'est sûr. On a une autre question là, quelqu'un qui nous suit, qui nous demande quelle a été l'attitude d'André Ayou, qui t'a quand même blessé, qu'on connaît évidemment nous tous à Marseille, après le match. Il est venu te voir, il y a eu quelque chose? En toute franchise et franchement un peu déçu de le dire parce que je reste avant tout un supporter de l'OM. Et voilà, André Ayou, c'était quelqu'un où j'allais au stade et scander son nom. Et malheureusement, il n'est pas venu me voir pour me solliciter ou autre. Après coup, où on a pu échanger par message, et ça, c'est il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais sinon, non. Très bien. On va continuer à parler de cette équipe des Comores. Continuez à nous poser des questions, évidemment, en direct sur Twitch. Il est 18h32, 33. On est en direct encore pendant quelques minutes avec nos invités sur le plateau de la Provence. Dans Mercredi, c'est foot. Après cette folle aventure qu'on suivra peut-être dans un film un jour, parce que ça ressemble à un scénario à la Rasta Rocket. Hein, on en a parlé avec Alex cette semaine. Il a fallu revenir à Marseille, revenir sur Terre. La vie continue. Ben, tu as 30 ans. Voilà. Quelle différence tu as fait, toi, entre jouer avec l'équipe des Comores et jouer au quotidien avec l'équipe d'Andoum ou les autres équipes dans lesquelles tu as été c'est ta autre carrière? Chose de jouer déjà pour sa nation, c'est pour son peuple, c'est tout autre chose. Je respecte aujourd'hui de jouer dans ce niveau amateur parce que ça reste un niveau auquel où il faut être assidu, professionnel et autres. Mais là, il y a tes parents derrière toi, il y a tout un peuple, il y a trop de fierté autour. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si tous mes matchs, c'est comme si c'était la première fois quand j'entrais, je joue. Et diriger un staff, une équipe comme celle des Comores, Jamal, par rapport à gérer en ce moment le FC Martigues en National 2. C'est différent. J'imagine que c'est différent. C'est différent, mais il y a un peu plus de pression pour le pays parce que quand même il y a tout un peuple qui est derrière cette équipe-là, surtout pour une grosse compétition comme ça. Mais c'est différent, c'est largement différent. Est-ce que vous avez eu, je te coupe, est-ce que vous avez eu le sentiment aussi de représenter Marseille dans cette CAN? Parce que bon, il y a des joueurs qui ne sont pas de Marseille, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui le sont, et il y a aussi énormément de Comoriens à Marseille. Quand on voit cette folie, quand on voit le nombre de près de 80 000 Comoriens à Marseille. Moi, oui.
Tu as eu l'impression de représenter Marseille. Comme on dit en tant que Marseillais, avant d'être Français, on est Marseillais. Donc ouais, c'est réel. Aujourd'hui, on me demande, je dis je suis Marseillais, Comorien, façon de parler. Du coup, ouais, c'est... Vous avez senti un soutien de la ville, des gens ici C'est grandiose. C'était pour moi énorme. Parce que vous voyez les je images. pensais pas autant. Tu voyais les images, tout ça, quand vous étiez là-bas, vous? Ah, moi j'ai halluciné. Moi, c'est spécialiste des réseaux sociaux. Je me faisais montrer à chaque fois. Je dis, mais c'est où ça? Après chaque match, on prenait mon téléphone, je le posais, on mettait les stories et on regardait. On dit c'est pas vrai, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Voilà, on a des images un peu de ce qui se passait voilà, à Marseille, ça, quelques photos de l'ambiance un peu folle qu'il y avait à Marseille, où il y a une grosse communauté comorienne, hein, on l'a dit, et en même temps, les Comores, on le sait, c'est un pays en difficulté, hein, c'est un pays difficile, mais où on joue beaucoup au football. Nordine, c'est un pays, il y a beaucoup de footballeurs, il y a une passion pour le foot aux Comores. Ouais, il y a une passion pour le foot, et ce qui est bien, c'est qu'à travers cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées au pays, aux Comores, au niveau touristique. On m'a demandé mais comment ça se passe là-bas, comment la vie se déroule là-bas, au niveau des activités. Donc il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport aux Comores et par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je leur ai dit, ce que vous avez fait en 18 jours, ce que vous avez fait en 8 jours, pardon, ben c'est ce que n'aurait pas fait en termes d'engouement un homme politique en 50 ans. Et ça, c'est incroyable. C'est énorme. La manière de rassembler autant sur une courte période comme ça. Parlez-nous du retour au pays, parce qu'il y a eu une semaine, c'est ça, quelques jours au pays après la CAN. Comment ça s'est passé? La folie. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai pas les mots. Sincèrement, c'est... Vous êtes arrivé, vous descendez de l'avion. Je suis descendu. Moi, de base, voilà, pour tout vous expliquer, c'est que j'y vais parce que je suis blessé, histoire de couper avec la compétition. Je suis blessé. Vraiment, voilà, c'était pour souffler un peu, voir ma grand-mère et voilà, je pensais qu'il allait avoir un certain accueil et basta. Je suis arrivé, c'était full, noir de monde. J'avais l'impression qu'on fêtait le match là. Je sortais du match et qu'on était en train de fêter le match. Et c'était ça pendant une semaine. Ouais. Voilà. Pendant une semaine, j'avais l'impression de remettre le maillot, sortir, on fête ensemble. Abusé. Le match il est fini, je dors, je me réveille. Oh, le match, ça a été ça pendant une semaine. C'était... On a vu de la fierté, on a vu des gens heureux, d'enfants, ce qu'on Jusqu'à la m'a mis. grand-mère. Tout le monde était content. C'est là qu'on a dit vraiment qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est parce qu'en fait, vous étiez au Cameroun, donc il n'y a pas beaucoup de supporters comoriens qui ont eu la chance de monter. Donc c'est vrai que vous n'avez pas vraiment ressenti cette émotion, cette chaleur que vous avez créée. Vous n'avez pas ressenti. Là-bas au Cameroun, vous ne l'avez pas vraiment ressenti. C'est en arrivant que tu t'es dit, là on a fait... C'était grandiose. C'est comme tu as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a eu la chance de mettre les Comores sur la carte du monde à travers ces 18 jours et ce qu'on a pu faire. Aujourd'hui, tu dis à tout le monde, tu es Comorien. Ah, d'accord. Ah, vous, de la CAN, ils savent. Alors qu'avant, Comorien, c'est où vous jouez au foot. La première question, vous avez un maillot. C'est vrai, c'est réel, mais c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, on sait qui tu es. Même à côté de ça, tu as été élu le plus beau maillot de la CAN, tu vois. C'est ça, tu sais qui t'es. Est-ce que tu es revenu sur Terre, là, aujourd'hui? Vraiment, ouais. Sincèrement. Après, j'ai cette chance. Tu repenses à des moments du match, à ce penalty, là. Oui, après... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, d'ailleurs? J'en parlais en plus tout à l'heure avec G. C'est que dès que j'ai fait la faute, je me dis, ouais, là, pour moi, c'est un tournant du match. Il marque. Tu es aux oubliettes. Sincèrement, il faut parler concrètement. Tu fais faute, tu perds 2-0, il reste. Ça y est, tu te mets dedans. Et voilà, il se passe 15 secondes où j'ai la tête dans le sac. Et j'ai fait Selemani, c'est un frère, c'est plus qu'un frère, qui m'attrape et qui me voit que je suis un peu dedans, qui me remotive, qui me met dedans, qui me dit ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est énorme, tu vas le sortir. Je lève la tête, je lui dis écoute, c'est bon, t'inquiète, je vais l'arrêter. Je me place sur ma ligne et comme j'ai l'habitude de faire sur les pénaltys, j'ai la chance de sortir les pénaltys d'El Nesri. Un grand moment, un très grand moment. Ouais. Juste sur le moment, c'est l'envie de continuer, d'y croire. C'est sincèrement, ce qu'il me dit, il me dit t'inquiète, arrête-le, on va revenir au score. Sur l'action de l'arrêt, il y a un contre. Je me dis, ça aurait pu passer. Ça va pas se passer comme ça, c'est pas possible. Sur l'action, je me suis dit, et voilà, c'est tout le long, moi je me disais, on va revenir au score. C'est possible, on va le faire. Même si c'était dur et... Ouais.
Comme quoi, Alex, le foot nous réserve toujours de belles histoires et c'est un des rares sports qui peut nous offrir des épopées comme ça. Sur celle-là, j'ai envie de dire qu'on s'est intéressé évidemment à cette CAN, mais nous ici à la Provence, on a fait énormément de papiers sur vous et on s'y est intéressé plus particulièrement parce que vous étiez là. Il y a eu d'autres belles histoires, il y a eu le Sénégal qui a été champion d'Afrique, mais l'aventure, enfin cette CAN 2022, pour nous, ça restera les celle Comores. Des Comores. Ça restera celle des Comores parce que... Vous faites un article directement sur les 13 Comoriens qui font partie de 13 Comoriens marseillais qui font partie de la sélection, et là il y a eu directement l'intérêt. On se dit ils sont 13 quand même. C'est une équipe marseillaise. C'est pour ça que je parle, vraiment une équipe marseillaise. Je parle de l'ancrage local à Marseille parce que on avait l'impression que Marseille participait à la CAN. Ah mais complètement. Marseille participait à la CAN. De toute façon, on est parti de Fontaigneux où on a fait, on va dire, notre première sélection, et Yaoundé, on en rigolait avant de dire de Fontaigneux à Yaoundé, et ça s'est réellement passé. Ouais. On nous dit vous êtes l'équipe la plus marseillaise du monde. C'est une sélection c'est une équipe qui est plus marseillaise que l'OM. Ouais. C'est réel. Et alors justement, on va passer au troisième et dernier thème de l'émission. Marseille et les Comores, une longue histoire. La communauté comorienne de Marseille, c'est des personnalités fortes, comme vous évidemment, les footballeurs, comme Alonso, comme Soprano. Puis il y a eu aussi des drames dans l'histoire de la communauté comorienne à Marseille, celui de la Yéménia évidemment, la mort d'Ibrahim Ali, ce crime raciste, Ibrahim Ali tué par des colleurs d'affiches du Front National en 1995. Il y a une expo d'ailleurs qui a été lancée tout récemment pour ne pas oublier ce crime. Et puis il y a des Comoriens à Marseille depuis 1940 et plein de raisons économiques qui expliquent depuis notamment l'indépendance et les difficultés politiques et sociales et économiques qui font que beaucoup de Comoriens sont venus à Marseille. Au-delà de tout ça, comment est-ce que vos origines comoriennes, elles ont une place dans votre vie, au-delà de la sélection? En quoi vous avez, comment vous avez du Comore, en quoi vous avez des Comores dans le sang aujourd'hui? Les Comores dans le sang. C'est dans le quotidien. Ouais. C'est déjà nos parents, on le parle. Ils nous parlent comorien et français, mais ils nous le parlent dans les coutumes, dans tout ça. C'est dans notre éducation. Nos parents nous éduquent, on va dire. Il y a une vraie double culture franco-comorienne, oui. Je dirais même marseillo-comorienne. Non, sincèrement. Ouais. On a cette éducation de nos parents qui est pour moi comorienne, ou on a cette éducation en dehors qui est scolaire et tout ce qui se fait, on va dire à la française. Et c'est là où, pour moi, et je pense pour tout le monde, qu'on a cette chance d'avoir cette double identité. Après, le Comorien, il a cette faculté c'est toujours se rendre utile et l'entraide. Et c'est comme ça qu'on nous a éduqués, nous, les Comoriens. C'est que Jamal, moi je vous dis tout, Jamal, on a grandi à la Bussurine ensemble, c'est un grand, on appelle ça les grands du quartier. Et voilà, Jamal, où il pouvait me dire, va faire un truc. J'étais obligé de lui rendre service par ce respect-là qu'on nous a inculqué. Et c'était aider les tantes, aider les oncles. C'est vraiment cet ancrage fort qui est au niveau familial. Après, les coutumes, les Comoriens, c'est les mariages. C'est souvent des grands mariages, c'est souvent festif. Et nous, ce qu'on aime, c'est à la fois ce côté festif et aussi ce côté solidarité. Je peux manger, le jour où je dis à je suis à côté de chez toi, je vais récupérer un truc, sa mère va me dire, mais tu manges avec pas de la maison tant que tu manges pas. Tu manges à la maison. Mais tu vois, c'est des petites choses comme ça du quotidien qui rassemblent. Et en fait, au final, tout le monde se connaît à Marseille. Quand on dit, les Comoriens, vous êtes tous des cousins, en fait, c'est une qualité parce qu'on se connaît tous. Et c'est comme ça qu'on nous a éduqués, c'est à travers la famille et les relations qu'on a tous ensemble. C'est drôle parce qu'on entend souvent dire de la communauté comorienne, c'est une communauté qui fait peu parler d'elle à Marseille finalement. Parce que, est-ce que vous, en tant que Comorien, vous le ressentez comme ça? Oui, après les Comoriens sont timides, respectueux, ils restent dans leur coin, ils veulent pas faire trop de bruit. Nos parents sont venus ici pour travailler, donc après ils nous ont éduqués comme ça, que on est venu dans ce pays, vous êtes nés ici, travaillez, rentrez à la maison. Travailler, rentrer à la maison. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'on n'aime pas faire du bruit. C'est vrai que c'est dans nos... La migration se fait aux alentours des années 80, voire 80, 90, là où la migration se fait, de nos parents. Et il y a cette humilité-là, comme beaucoup d'Africains, de venir déjà pour trouver une stabilité, un travail, de s'installer. Et nous, après, on a grandi avec certains éléments qui ont fait qu'on a pu rêver, déjà à travers l'école et le centre social ou de la Busserine, où on a grandi dans les quartiers. On a pu rêver, voir d'autres choses, sortir. Nos parents faisaient le maximum pour qu'on ait accès justement à ces services-là. Et ensuite, le football,
Le football, tu parlais des Comoriens, je te mentionne pas Amada Djambé, je te mentionne pas Djamel Bakar. Ouais, et plein de c'est un peu grâce à lui personnalités que la fortes. sélection a été relancée d'ailleurs. Amada Djambé, hein. Mais c'est ça, ouais, Amada Djambé, tu peux mieux l'expliquer que moi, qui fait même actuellement, au quotidien et aux Comores, il travaille aussi beaucoup pour L'équipe des jeunes. En quoi il a eu un rôle décisif, Amada Djambé, qu'on connaît très bien à Marseille? Quand on est petit, déjà un Comorien qui signe professionnel à l'Olympique de Marseille, c'était le premier. Après, qu'il a mis son but de 40 mètres, Ouais, on s'en on est souvient, resté on s'en souvient. choqués. Donc pour nous, c'était le grand pour nous. Il fallait faire comme lui. Donc il nous a ouvert les portes, de dire que si Amada il l'a fait, eh ben, tous les autres petits peuvent le faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'Amada a signé son premier contrat à l'Olympique de Marseille, jouer au Vélodrome, qui n'était pas facile de jouer au Vélodrome à son époque, hein, jouer au Vélodrome et en plus marquer des buts, alors là... Et c'est vrai que ça a ouvert les portes aux parents de dire que, en fait, les petits doivent aller jouer. Parce que nos parents, avant, quand on jouait au ballon, c'était que pour l'amusement. Ils jouaient au ballon et rentraient à la maison. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un métier aussi, de footballeur. Ils ne le connaissaient pas à l'époque. Et c'est vrai que le fait qu'on voit Amada Djambé signer ce contrat professionnel a ouvert beaucoup de portes à tous les parents, de dire que, en fait... Et il rend ça aujourd'hui, on a l'impression, Amada Djambé. Oui, bien sûr. Tout ce que ça lui a apporté, il le rend aux Comores. Comment est-ce que vous vivez cette différence qui est réelle entre la vie que vous avez, vous tous, à Marseille, qui se passe bien, vous travaillez, vous vivez correctement, et la difficulté, la pauvreté, qui est le quotidien des Comoriens au pays? Je pense que c'est l'un des meilleurs rappels. Ça nous fait redescendre sur terre, prendre valeur de certaines choses pour beaucoup d'entre nous. Et ouais, c'est la meilleure manière de se ressourcer, hein. Sincèrement, quand on rentre au pays, tu prends conscience d'énormément de choses, tu reviens, tu es beaucoup plus... Vous y allez souvent tous aux Comores, régulièrement? Oui. Grâce à la sélection, on y va très souvent. Franchement, très souvent. On a la chance de voir nos grands-parents et nos familles qui sont encore là-bas quotidiennement. Et je pense que c'est une chance, parce que sincèrement, c'est pas donné au jour d'aujourd'hui, pour même des personnes qui vivent assez aisément en France, d'aller tous les étés aux Comores. Ça reste un billet pour l'été à 1 200, 1 300. Il suffit que tu aies une famille de 3-4, ça devient assez compliqué. Donc on a cette chance grâce à la section de vivre ça et voilà. C'est pour ça que malgré que la difficulté du pays, c'est pour ça qu'il faut quand même le retenir. On dira merci quand même au gouvernement parce qu'ils ont mis quand même des gros moyens pour qu'on puisse faire la CAN dans des bonnes conditions. Une CAN, ça a un coût. C'est un coût, une CAN. Et c'est vrai que le gouvernement a vraiment appuyé pour que l'équipe nationale soit dans des bonnes conditions, pour qu'on puisse jouer nos matchs et être heureux si on gagne. Petit pays, 1 million d'habitants, les Comores. Et c'est vrai ce que dit Ben, c'est vrai que quand tu viens aux Comores, tu viens, c'est une bêtise, tu vois, qui fait partie du quotidien, tu viens avec des affaires, que ce soit des habits ou des cadeaux pour la famille, tu as l'habitude de laisser tout ce dont quand tu viens, tu repars avec rien. Tu vois, c'est parce que... On est chanceux d'avoir grandi ici. On remercie nos parents qui ont fait le nécessaire parce qu'on sait que le pays a des moments compliqués. Le pays essaye de se relever, mais le Covid a fait du mal aussi au pays. Au niveau des soins, c'est très compliqué d'avoir accès aux soins au pays par rapport à la France. C'est très compliqué parce que tu dois payer tes soins. Donc il y a des personnes qui ont ces difficultés-là. Et nous, on est chanceux et on ne mesure pas la chance qu'on a. On le voit de nos propres yeux, mais c'est comme dit Ben, lorsqu'on atterrit et qu'on voit ça, on se dit, waouh, tu prends quand même un coup et tu as envie de faire plus pour ton pays. À notre petite mesure, on essaye de faire pour le pays à travers quelques associations. Et c'est pour ça qu'il y a ce rêve qu'a apporté la sélection, qui a fait sortir un peu tout le monde de son quotidien. Et c'est incroyable. On espère que ça va continuer. Quels sont les prochains défis de la sélection des Comores Déjà, il y a un rassemblement au mois de mars. En fait, on va essayer, le but de ce rassemblement, il y a un match amical contre l'Éthiopie. Mais le but, c'est pour féliciter aussi les joueurs qui n'ont pas pu venir aux Comores, pour voir les supporters, ils vont récompenser tout ça. Et après, il y a la qualification pour la CAN 2023. Ça redémarre. 4 matchs au mois de juin, c'est ça qui est compliqué par rapport au calendrier, il y a un réajustement. Donc 4 matchs au mois de juin, c'est là où... C'est intense. C'est 60% de savoir si tu vas participer en 2023. Mars, tu peux jouer toi? Pas encore. Je pense que ça va être... juste. Ouais, je préfère pas me prononcer. Je fais les soins et on verra ce qu'ils me diront les kinés et le doc. Merci messieurs.
C'était top. À bientôt, évidemment. Revenez nous voir. On reparlera régulièrement de la sélection des Comores dans les pages sport de la Provence que gère Alex, évidemment, sur laprovence.com, évidemment. Et on vous suivra. On reste en contact avec vous, évidemment, par les Avec grand réseaux. plaisir, en tout cas. Puisque tu es devenu un champion des réseaux sociaux, on va tous te suivre. Merci à tous, évidemment, de nous avoir suivis en direct sur Twitch et sur laprovence.com. Laurie Samama sera de retour ici mercredi prochain. Merci à Audrey Santas, Rodolphe Tapi, Baptiste Lombard, William Pugioni pour toute la partie préparation et organisation de cette émission. À bientôt sur Twitch et sur laprovence.com et vive les Comores. Merci.